Fidèles téléspectateurs de MES Télévision, nous sommes une fois de plus très heureux de vous recevoir dans le cadre de cette grande tribune de leaders où nous avons toujours l'opportunité de recevoir pour vous un leader multidimensionnel. Nous avons cité l'archevêque président de l'église des Réveils, son éminence Évariste Ejiba Yamapia, à qui nous disons bonjour. Oui, bonjour mesdames. Évidemment, nous allons échanger avec l'homme de Dieu autour du processus électoral, plus précisément en ce qui concerne l'apport de l'Église du Réveil au cours de ce processus, notamment les 65 000 observateurs électoraux qui seront déployés, comment est-ce qu'ils ont été formés, comment est-ce qu'ils vont se déployer. Et nous allons évoquer aussi l'attitude de candidats tout au long de cette période de campagne électorale. Alors, Bishop, comment est-ce que vous vous préparez avec les observateurs électoraux? Est-ce que vous continuez toujours la formation ou vous avez déjà arrêté? Merci beaucoup, M. Médard. Bon, je sais que vous allez vous habituer au fur et à mesure. Oui. En tant que président de l'Église du Réveil du Congo, Oui. Je suis là au rang d'archevêque président. Wow. Et à ce titre, nous disons qu'effectivement, nous travaillons sur la collecte des données des observateurs. Plusieurs sont déjà formés. Nous sommes en train de former maintenant l'étape comment utiliser le matériel qui sera disponible dans les sites de vote pour que chaque observateur soit capable de bien remplir les formulaires de manière que quand ils sont sur le terrain, qu'ils ne puissent pas avoir la difficulté de faire convenablement le travail. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Les demandes d'accréditation ont déjà été déposées dans toutes les régions ecclésiastiques. Nous avons envoyé pour la seule ville-province de Kinshasa, nous sommes à plus de 4000 observateurs seulement pour la ville-province de Kinshasa. Exemple, pour la Lomami, nous sommes à 2340 observateurs. Donc, je n'ai cité là que quelques exemples. Oui. C'est dit dans la province du Congo central, nous sommes à 2000 observateurs. Dans le nord et sud qui voulaient être réunis, nous sommes à 5300 quelques observateurs. Donc, si je mets le Grand Katanga, où nous aurons, avec le démembrement, une bonne représentativité, nous avons dit, nous voulons observateurs sur chaque bureau de vote, et sur ce point, nous aurons 5000 superviseurs. Les 5000 superviseurs, ce sont eux qui auront la charge. Tu vois déjà, si un superviseur ne s'occupe que de 10 observateurs, il a la facilité de faire la collecte de ces données et de nous les renvoyer le plus tôt possible. C'est ce qui nous permet de dire à l'opinion que nous aurons la capacité de pouvoir donner une vue d'ensemble sur la République démocratique du Congo, sur l'échiquier national. Voilà. Et justement, en ce qui concerne, bien sûr, un complexe quelconque qu'ils pourront peut-être avoir, parce que c'est peut-être pour la première fois que l'Église des Réveils envoie des observateurs à ce grand nombre, ils seront en face d'autres observateurs, notamment des autres confessions religieuses et d'autres corporations. Est-ce qu'ils ne seront pas quelque part complexés ou vous avez vraiment fait un choix judiciaire à des personnes avérées qui peuvent surmonter ce travail sans beaucoup plus de complexes? Bon, quand nous parlons de complexes, c'est très dur. Oui. D'abord, nous-mêmes, au sommet de l'Église du Réveil du Congo, nous n'avons aucun complexe. Et un papa ne peut transmettre que ce qu'il a. Si déjà nous-mêmes, nous n'avons pas de complexe, pourquoi eux vont-ils être complexés parce qu'ils auront les mêmes matériels que les autres? Quand tu évoques l'aspect expérience, c'est vrai que les gens qui n'ont pas eu
à comprendre ce que nous avons fait dans les différents cycles électoraux diront que c'est la première. Non, nous donnons l'information à l'opinion que ce n'est pas la première fois que l'Église du Réveil du Congo déploie une mission d'observation. En 2006, c'est vrai que nous n'avions pas beaucoup, nous avions près de 1000 observateurs en 2006. En 2011, nous avons pu franchir un peu le cap des 1000. Nous avions déployé à peu près 2545 observateurs. En 2018, nous avions déployé à peu près 6320 observateurs. Donc, c'est juste la taille de la mission actuelle qui se retrouve un peu différente de ce que nous avons pu faire dans le passé. Donc, nous disons à l'opinion que vous n'avez pas affaire à une mission inexpérimentée, une mission d'observation électorale qui apparaît juste comme ça et qui est appelée à disparaître après. Non, non, nous avons tout un processus de là où nous venons, de là où nous sommes, et nous vous disons qu'effectivement, l'expérience d'avoir fait 1000 en 2006, et puis 2400 quelque chose en 2011, et puis 5000 à 6000 en 2018. Donc, ça signifie que maintenant, nous sommes en mesure de nous déployer sur l'étendue de la République démocratique du Congo, même là où les observateurs internationaux n'arrivent pas, nous serons présents pour dire au peuple congolais comment les élections se sont déroulées même dans nos villages. Parce que les gens confondent que la RDC, ce n'est pas juste les grandes villes. Non, la RDC, c'est l'ensemble de ceux qui sont dans les villes et dans les villages. Prenons un peu l'exemple. On dit que la population tourne autour de 80 millions à 90 millions d'habitants. D'autres parlent de 100 millions. Mais, Monsieur Médard, tu seras d'accord avec moi. Kinshasa, on nous parle, c'est une ville d'à peu près 10 à 15 millions d'habitants. C'est la plus grande ville de la République démocratique du Congo. Quand nous mettons les éléments de toutes nos provinces, et je ne pense pas que les autres villes se retrouvent avec 10 millions d'habitants. Les autres villes se retrouvent avec qui de 3 millions, qui de ceci. Et l'ensemble montre que les villes regorgent effectivement une large partie de nos populations, mais les autres se retrouvent dans des milieux ruraux, dans des villages, jusque dans les fermes. C'est là que l'Église du Réveil du Congo a une particularité. Sa particularité est que nous sommes partout, même dans les fermes. Je donne l'exemple de l'église dont moi je suis fondateur. Allez dans les grands bandundu ici, vous allez trouver nos églises Nganda Bangala. Et vous allez... Nganda Bangala, c'est une ferme. Et ferme l'eau. Et donc, dans tous ces endroits-là, il y a les endroits où nous, dans des villages, nous sommes présents, mais les autres églises dites traditionnelles ne sont pas là. Vous savez, si je peux aider un peu notre population à avoir une certaine image de l'église du Réveil du Congo, je prends l'exemple de la commune de Lemba. Dans la commune de Lemba, si je prends les églises dites traditionnelles, mais vous retrouverez qu'une a peut-être 3 paroisses. Dans toute la commune, 3 paroisses. Je ne suis pas... Au minimum d'ailleurs. Alors, 3 paroisses. Ça, c'est une dénomination. Il y a d'autres, peut-être parce que c'est composé de différentes communautés. Bon, on peut trouver dans une commune comme ça 15-5 paroisses de ce regroupement-là. Mais comptez les églises du Réveil. Vous allez vous retrouver sur chaque rue, parfois même 10 sur une rue. Alors, et quand nous mettons fois autant
vous trouverez qu'en réalité, ceux qui fréquentent les églises du réveil seraient majoritaires que ceux qui fréquentent les églises dites traditionnelles. Voilà. Un autre élément, quand vous prenez notre population, la population africaine par exemple, 60 à 65%, ce sont des jeunes. Et quand vous allez en République démocratique du Congo, c'est la même chose. Or, prenez les églises du réveil, ça regorge plus de jeunes que de vieux. C'est pour vous dire que nous représentons une bonne frange de notre population et donc personne n'a le droit de nous sous-estimer. Voilà. J'estime que cela vous a quand même aidé pour le déploiement de vos observateurs par rapport aux détentions de paroisses que vous détenez partout ailleurs. Oui, ça nous a énormément aidé. Parce que pour nous, nous sommes à mesure de quadriller un quartier juste en déployant les observateurs selon leur lieu d'habitation. C'est vous dire à ce moment-là que nous sommes mieux placés à remplir les conditions pour une mission d'observance électorale. Voilà. Évidemment, nous voulons également savoir la qualité des observateurs que vous déployez. Suffisamment, vous avez un nombre important, mais la qualité, est-ce qu'ils seront en mesure de faire face à ce travail que la nation attend d'eux? Oui, ils seront outillés de manière qu'ils vont travailler avec un logiciel spécial qui permettra que, de là où ils sont, ils ont la capacité de remonter le rapport à la seconde en temps réel. Ça, c'est une chose. La deuxième, il y a à chaque niveau, nous avons des superviseurs, nous avons des superviseurs qui sont à d'autres niveaux et jusqu'à arriver au niveau des administrateurs. C'est pour dire que nous sommes bien organisés. C'est aussi vous dire que ils peuvent ou la population peut compter sur le rapport que donnera notre mission d'observation électorale pour plusieurs raisons. Ceux qui manipulent l'outil Internet mieux, ce sont les jeunes. Et nous allons faire en sorte que quand même là où il n'y aura pas Internet, les nôtres seront capables de remonter ça en mode SMS. Donc c'est pour dire que nous sommes une mission avec laquelle les gens peuvent compter. Voilà. Alors, il y a un élément important qu'on pourra peut-être retrouver dans plusieurs missions d'observation qui se substituent d'ailleurs au niveau de la CENI, où ils peuvent même outrepasser le prérogatif voulu à la CENI, aller même donner le résultat. À ce niveau-là, comment est-ce que vous avez pu préparer vos observateurs? Non, ça, c'est faire des choses illégales. Une mission d'observation ne sont pas des témoins. Oui, les témoins ont mission de vérifier les voix de leurs candidats. Tandis qu'une mission est appelée à être impartiale. Si la mission déjà est impartiale, elle doit connaître qu'est-ce qu'elle est appelée à faire. Dans cette impartialité, elle est appelée à voir les conditions dans lesquelles les élections se déroulent. Y a-t-il eu de fraude? Y a-t-il eu des intimidations? Y a-t-il eu des difficultés pour les électeurs d'accéder au site ou bien de retrouver leur nom sur les listes électorales? C'est ça le travail des observateurs. Mais maintenant, quand une mission d'observation veut se substituer en commission, en une, ou qui dirait une CENI bis, donc c'est illégal. Et tout ce qui est illégal ne peut pas être cautionné par notre population. Le seul organisme appelé à diffuser les résultats des élections à tous les niveaux, c'est seulement la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Toute autre mission, même la nôtre, oui, nous aurons aussi des références. Ces références ne nous donnent pas droit de dire à la population, mais c'est au cas où nous sentons
qu'il y a des missions qui veulent outrepasser leurs prérogatives et nous aussi, nous dirons, s'ils ne sont pas en accord avec les chiffres, nous allons donner aussi nos chiffres qui sont réels, nos données qui ont été récoltées en temps réel et partout. Et là où il y a différence, si ils le veulent, nous pouvons faire alors la confrontation des données. Par rapport à la confrontation des données, chacun dira dans quel bureau vous avez été et quel résultat, et nous allons brandir parce que nous serons sur toute l'étendue nationale. Voilà. Évidemment, archevêque président, vous avez évoqué ici que leurs accréditations sont presque en train d'être apprêtées. Pensez-vous qu'à ce niveau-là, il n'y aura pas de problème? Non, il n'y aura aucun problème. La CENI s'est bien organisée. Ils vont bientôt, selon leur calendrier. L'échéance du reste était fixée pour ceux qui doivent déposer les demandes à partir du 5 décembre. Et nous sommes dans l'OTAN. Nous avons déjà déposé et nous attendons que la réaction de la CENI pour que nous nous mettions au travail et dispatcher nos différents observateurs qui connaissent, d'ailleurs ils connaissent déjà d'où est-ce qu'ils vont faire leurs observations parce que la cartographie de la CENI nous permet déjà de localiser où déployer et que faire, combien déployer. Voilà. Nous allons peut-être changer de registre, toujours dans le cadre de ce processus électoral, pour voir maintenant l'évolution de la campagne électorale. Archevêque, nous constatons qu'il y a plusieurs tendances où le militant de l'autre camp essaie un peu de s'attaquer aux militants des autres camps. Vous êtes un leader ecclésiastique. Avez-vous peut-être une approche pouvant peut-être rappeler la paix pendant cette période de campagne électorale? Oui, notre travail, c'est de rappeler aux uns et aux autres, le Congo existe avant les élections, le Congo existera après les élections. Cela étant, si vous êtes membre d'une église, votre église existe avant les élections et votre église est appelée à exister même après les élections. Quand quelqu'un est conscient de ces éléments, il va se dire, mes relations, mes amis, je les avais avant élection, et donc après élection, je vais les avoir. Si c'est un mariage, il dira, mon mariage existe avant élection, et après élection, je veux que mon mariage subsiste. Si c'est une église, elle dira, que dois-je faire en temps de campagne électorale? Si c'est un parti politique, et le parti où les animateurs sont appelés à savoir quel est le message que nous devons donner à notre population qui puisse faire qu'après les élections, que nous n'ayons pas une société déchirée, les familles déchirées, les relations déchirées parce que nous avions dit qu'il faut gagner les élections coûte que coûte et par tous les moyens, même s'il faut détruire votre propre pays à cause de ce que vous avez besoin d'être élu. Et c'est vraiment des choses que nous déconseillons. C'est un message que nous envoyons de manière que chacun, là où il est, qu'il comprenne que les élections, c'est pour un temps et le mandat que tu auras, c'est pour un temps. Après tout cela, la vie continue. Voilà, la vie continue, archevêque président, mais nous voulons que vous puissiez un peu fixer la population sur les relations entre le politicien qui penserait toujours que quand on est opposé sur le plan politique, on est des ennemis. Lors de la dernière rencontre de candidats au niveau de la CENI, nous avons quand même vu certains poignées de main qui déterminent réellement qu'en dehors de la politique, on reste frères. Mais au niveau de nos populations, c'est comme si ce sont des ennemis, des camps qu'il faut absolument se déchirer, s'entretuer. Comment pouvez-vous peut-être apaiser aussi la population sur cet aspect des choses? Oui, c'est ici que la population peut comprendre en prenant l'exemple des équipes de football. Oui. Vous pouvez être fanatique de votre équipe. Quand il y a match, ce sont les 11 qui se battent. Oui. Et parmi les 11 qui sont départ 11 plus 11, 22, le match termine, il y a toujours un gagnant et un perdant.
et les perdants, les meilleurs perdants, viennent féliciter celui qui a gagné. Et un bon gagnant ne fait pas du triomphalisme. Il s'approche, j'ai déjà vu, même à la Coupe du Monde, vous retrouvez que les gens jubilent, mais un autre joueur, tantôt il va jubiler, mais en même temps, il vient relever, consoler son coéquipier. Parce qu'il se met à sa place en disant, en tout cas, ce qui lui est arrivé, ce n'est pas parce qu'il n'est pas meilleur, c'est seulement que le destin a prévu que cette fois-ci, c'est moi, et l'autre fois sera l'autre. Voilà. Alors, comment faire, archevêque président, pour que nous puissions imprégner cet esprit dans le chef de nos populations, pour qu'ils comprennent que les activités politiques, les situations politiques ne doivent pas nécessairement nous déchirer, comprendre et accepter de telles situations d'une manière sportive. Vous avez été aussi politicien. Comment on accuse souvent les politiciens d'être toujours à la machine pour pouvoir mécaniser la population au point de s'entretuer? Comment on peut, dans l'avenir, jubiler cette question au point de faire comprendre aux gens que nous jouons un jeu démocratique et que nous devons le supporter comme ça se passe? C'est le message que les leaders donnent. Le message, c'est de dire, le leader politique est appelé à donner le message de paix. Si tu veux être président de la République, tu es là en train de toiser, d'injurier d'autres tribus. Mais est-ce que tu es président d'une tribu ou tu seras président de toutes les 400 tribus qui regorgent la République démocratique du Congo? Donc, quand le politique se pose cette question, il se dira, je viendrai régner non pas sur les cadavres, mais je dois régner sur les vivants. Donc, je ne peux pas envoyer les gens à la mort. Je ne peux pas envoyer les gens avec des cœurs blessés parce que j'ai besoin de gagner coûte que coûte, mais je dois protéger notre société. Donc, le leader politique a sa tâche. Alors, les leaders religieux, comme moi, comme tant d'autres, c'est à nous de véhiculer le message parce que dans nos églises, que vous soyez catholique, vous avez les politiques et vous avez ceux-là qui sont des électeurs. Que vous soyez protestants, vous avez ceux qui sont des candidats et vous avez des électeurs. Que vous soyez de l'église du réveil, vous avez des candidats et vous avez ceux-là qui sont des électeurs. Et nous devons savoir que le message que nous donnons aura un impact. Et tu peux peut-être vouloir défendre ton candidat, mais le message que tu donnes, ça va dans les oreilles des électeurs, parce que ce sont eux qui auront un mot à dire. Ainsi dit, montrons du respect à l'endroit de nos électeurs en parlant paix, en parlant unité, en parlant comment le vivre ensemble doit incarner chacun de nous. Évidemment, archevêque président, tout au long de cette campagne, est-ce que ça sera aussi une bonne occasion pour les politiciens d'amplifier le tribalisme? Comme je suis de tel point, je ne peux pas voter quelqu'un qui n'est pas de ma province, de ma tribu. Est-ce que de tels discours peuvent être distillés en cette période de campagne? Est-ce que ça peut encore avoir une place de discours tribal? Bon, le tribalisme est à condamner à tous les niveaux. Mais la vérité en matière électorale est que le vote parfois est d'abord tribal. Voilà. C'est pourquoi vous vous retrouvez, je donne un exemple. Vous êtes aux États-Unis, un candidat qui est blanc veut aller faire la campagne là où il y a une concentration de noirs. Vous verrez que la personne qui parlera pour lui à cet endroit-là, ça sera un noir. Pourquoi ils font ça? C'est pour dire que celui qui est comme eux comprendra bien leurs problèmes et pourra influencer leur confiance afin de donner les voix. Mais ce que nous condamnons, c'est de dire faire le discours de haine comme son message de campagne. En tout cas, c'est déjà l'échec. Faire le discours de séparatisme en temps de campagne, c'est un échec. Donc, aux candidats,
nous donnons un conseil, un avis, qu'il est bon d'avoir un programme d'action pour toute la communauté. Si vous êtes député national, voyez votre circonscription, là où vous avez les gens de différentes ethnies, les gens qui parlent différents dialectes, trouvent le mécanisme et non pas présenter les uns comme des sous-hommes et les autres comme des super-hommes. C'est là un message que je donne pour conseiller les candidats et aux électeurs de savoir qu'un candidat qui n'est pas pacificateur, unificateur, en tout cas c'est un candidat rejeté. Évidemment, archevêque, nous tendons lentement, mais sûrement vers la fin de ce numéro de la tribune des leaders. Vous êtes un leader multidimensionnel. Souvent, la population, après les élections, vient pleurer notre opponent, que tout ça. Et c'est le moment peut-être de le conscientiser pour pouvoir leur donner un profil, soit d'un député national, provincial ou d'un conseiller communal. Quel est le profil idéal pour pouvoir conduire nos électeurs de pouvoir faire un choix judiciaire? Oui, bon, les profils, c'est différent selon les niveaux, et selon les endroits. Mais moi, comme citoyen, je peux dire à ceux qui nous suivent que voyons parmi les candidats présidents qui est celui qui a le fardeau du Congo dans son cœur. C'est le premier facteur. C'est pourquoi sous d'autres cieux, on dit pour briguer la magistrature suprême. Quand vous arrivez aux États-Unis, si vous vous rappelez, il y avait eu à l'époque d'Obama une histoire qui disait voilà, Obama n'était pas né aux États-Unis et partant de là, il est disqualifié. Et donc, nous devons, ce n'est pas du tribalisme, c'est de savoir que dans l'homme, il y a toujours un problème d'intérêt. Et pour nous, en République démocratique du Congo, nous disons que, en tout cas, celui qui porte le fardeau du Congo, celui-là mérite notre confiance. Là, vous faites allusion au nationalisme. Bon, moi, je suis d'accord avec le principe des pères et des mères. Ouais. En tout cas, je suis d'avis que ça puisse jouer beaucoup dans la balance quand les gens vont faire leur vote. Deuxièmement, pour moi, en tant que leader religieux, je dis à ceux qui nous suivent que si nous pouvons, avec toute cette population chrétienne, où la majorité sont des hommes de foi, des femmes de foi, le choix meilleur serait de celui-là qui confesse publiquement sa foi, celui-là qui donne à Dieu la place qu'il faut. Voilà des candidats qu'il faut. Maintenant, à différents niveaux, les mêmes critères peuvent aussi aller, mais nous disons, la méritocratie, c'est aussi quelque chose. On doit s'assurer que la personne que nous envoyons au Parlement sera-t-il capable de représenter la population ou il sera du genre qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord, qui s'abstiennent et ça s'arrête là. Nous devons avoir des représentants capables. S'il y a la défense du budget, il est capable de comprendre le budget que nous allons voter, en quoi la population va trouver son compte. Et quand on va dans certaines lois, on peut trouver que cette loi nous apporterait quoi dans notre pays. Donc si vous avez des candidats qui parfois sont des candidats délégués de l'étranger, bon là, nous pouvons dire, peuple se retrouver, partant de là, que là, attendent et que nous puissions avoir des gens qui peuvent nous aider. Vous savez, quand quelqu'un sait que dans ce village-là, il y a mon oncle paternel, dans l'autre village-là, il y a ma tante maternelle, son comportement est différent. Mais quand quelqu'un sait que je n'ai ni cousin à qui avoir, de qui je rendrai compte, ni neveu pour que mon cœur saigne quand je le vois n'allant pas à l'école parce que l'oncle n'a pas l'argent pour le faire étudier, il n'a rien à voir avec vous. Mais celui que vous connaissez, oui, ses cousins sont là-bas, ses nièces sont là-bas, ses cousines sont là-bas, celui-là sait que même si le cœur de l'homme peut l'amener à compter sur lui-même, mais
quand il voit ses cousins, il fera quelque chose pour eux. Quand il voit ses neveux, il fera quelque chose pour eux. Et en tout cela, c'est le Congo qui gagne. Le Congo qui gagne, ce sont les propos de l'archevêque président, le leader multidimensionnel. Nous avons cité son éminence Évariste Ejiba Yamapia. Nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro. Nous ne pouvons pas nous séparer sans pour autant avoir accordé le tout dernier mot à son éminence. Le dernier mot, c'est l'appel à la paix, à la tolérance. Le dernier mot, c'est la prière auprès de Dieu. Que je me rappelle encore que le premier citoyen de la République démocratique du Congo avait dit que l'Éternel Dieu vienne siéger en République démocratique du Congo. Il avait prié au stade des martyrs disant, « Oh Dieu, viens être Dieu en RDC. » Et donc c'est ce Dieu-là auprès de qui j'adresse ma prière, que nous avons besoin des élections apaisées. Nous avons besoin des élections qui mettent chacun dans ce qu'il propose à la population. Si la population n'est pas d'accord, l'homme qui peut accepter des résultats de manière sportive. C'est ça ce Congo-là que nous voulons. C'est ainsi, j'en appelle aux électeurs. Prions pour notre pays. J'en appelle aux électeurs. Dénonçons ceux qui font le mal contre notre nation. J'en appelle à notre population. Faisons un vote utile. Voyons le Congo. Ne voyons pas seulement nos tribus. Et Dieu nous accordera la victoire. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Cela étant au travers ces déclarations de l'archevêque président, son éminence Évariste Ejiba Yamapia, que nous allons mettre un terme à ce numéro de la tribune de leader. Je vous rappelle que vous êtes sur MS Télévision, cette chaîne qui ne prêche que le leadership. Restez toujours branchés sur votre chaîne. Vous ne serez jamais, alors jamais déçus. À la prochaine occasion. Merci. Merci. Merci, Bichot.